Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer Minotaure d'Andrés Zviagintsev, présenté en compétition. Donc pour en parler, je suis accompagné de Juliette Conti. Salut Juliette. Salut. Pour ta première bulle, donc bienvenue. Et donc c'est le premier film de Zviagintsev depuis Faute d'amour, présenté également en compétition il y a 9 ans. En fait depuis, Zviagintsev a été très malade pendant le Covid et je développe un petit peu ce contexte qu'il est, il est intéressant. Et pendant cette maladie, en fait, il était à l'hôpital en Allemagne et c'est à ce moment-là qu'a éclaté la guerre en Ukraine et il a fait le choix en fait de ne pas rentrer en Russie, de rester exilé et il s'est installé en France et c'est là qu'il a commencé à développer ce film qui est donc une nouvelle adaptation du scénario de La Femme infidèle, pour plutôt le dire un remake de La Femme infidèle de Claude Chabrol. C'est vrai que moi j'avais un peu oublié cette information pendant le film. Et donc moi, je l'avais même pas. Je suis allée sans connaître le sujet. En plus, c'est mon premier Zviagintsev, donc j'y suis vraiment allée. J'étais complètement nue devant le film et. Mais c'est vrai que pendant le film, je me suis vraiment dit tiens, mais c'est La Femme infidèle en fait. Et je savais pas à quel point c'était assumé, mais en fait, c'est vraiment dès le premier ou deuxième carton du générique que c'est une adaptation du scénario de Chabrol. Donc tu viens de dire c'est ton premier Zviagintsev. Moi, j'ai juste vu ceux des années 2010, donc Léviathan et Faute d'amour. Mais donc pour commencer, Juliette, qu'as-tu pensé de ce Minotaure? Alors, ce Minotaure. Ah oui, bah justement, c'est intéressant de parler de Minotaure parce que malgré toutes ces lourdeurs, et Dieu seul sait que c'est un film aussi qui, en tout cas dans sa forme, parle de la lourdeur, qui a quelque chose sur la gravité. Malgré toutes ces lourdeurs, ouais, c'est pour moi le plus beau film que j'ai pu voir en sélection officielle. C'est vraiment, c'est un plaisir des yeux, c'est très efficace. C'est quelqu'un qui, alors effectivement, je ne savais pas que c'était un remake, mais pendant tout le film, je me suis dit, oui, c'est quelqu'un qui ne réinvente absolument pas la poudre. C'est une affaire d'adultère et, est-ce que j'ai le droit de le dire, de crime. Oui, c'est bon, on a dit que c'était le remake. Voilà, donc là, on a le droit de donner quand même quelques informations. Mais je pense qu'en plus... je pense que mon plaisir est arrivé quand même assez tard, en fait. Enfin, je veux dire, il y avait une sorte d'évidence, peut-être au bout de 30 minutes de film, parce que au début, j'étais assez désorientée. Alors que bon, c'est quand même d'une facture très classique, hein, je trouve, très maîtrisée. Mais je me demandais si ça allait être une sorte de drame familial, politique. Effectivement, il réinvente rien, donc... J'ai vu j'ai vu ce premier plan sur des roseaux, ensuite les feuilles d'automne, une sorte de lieu commun, une scène où on voit un couple se brosser les dents, enfin je veux dire, voilà, beaucoup de choses qui... Oui, et même la dacha où ça se passe, donc c'est quand même Oui. sur une famille vraiment très riche en Russie, dans une ville anonyme, il me semble, je crois pas qu'elle est nommée, qui serait pas très loin de la frontière géorgienne, donc un peu après le début de la guerre en Ukraine. Je redonne un peu de contexte, parce que je me rends compte qu'avoir dit que c'était un remake, je l'ai pas fait. Je faillis à mes devoirs de présentateur. Et effectivement, il y a ce côté intro, la grande maison avec les baies vitrées, et déjà un aspect, je dirais, un peu entomologiste, pour reprendre un terme qui était employé justement à propos de Chabrol. Ce côté, voilà, on va vraiment rentrer dans l'intimité et ils ne pourront rien nous cacher, quoi. Il y a un côté transparence. Les repas, s'ils préfèrent du thé ou du café, et vraiment, et je pense qu'il y a une sorte de basculement dans deux séquences qui sont assez proches, deux plans en 360 degrés. Donc il y en a un qui concerne la mère de famille, la femme, et l'autre concerne le père. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on comprend qu'au fond, peut-être la violence réprimée du père au travail
va avoir des conséquences sur sa vie intime, en fait. Pour moi, c'est à ce moment-là, en fait, quand on voit toutes ces têtes qu'il vient de recruter et en même temps qu'on revient sur son visage qui est quand même... Oui, je parlais de lourdeur, mais qui est une sorte... C'est un peu un homme sans qualité. C'est un homme sans qualité, vraiment. Enfin, je veux dire... et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai repensé à la première heure du film. Et à tous ces plans larges où, en fait, il s'amuse vraiment. Alors oui, c'est quelque chose d'un peu négatif, d'un peu misanthrope, mais où il s'amuse à le filmer dans des plans d'ensemble. Et on voit son corps qui est tassé, qui est dans sa petite polaire. Enfin, il y a un moment, enfin dans un moment quand même crucial du film, un grand moment dramatique, on le voit sautiller au-dessus d'une flaque d'eau deux fois, et ça, enfin, c'est très efficace. C'est très efficace et je pense que c'est à ce moment-là, je dirais avant le vrai basculement du film, que le film m'a happé en fait. Et à ce moment-là, je m'en foutais un petit peu de... Enfin, il y a une scène de dîner que je trouve encore particulièrement faible, mais enfin, ça n'avait plus d'importance à partir de cette scène-là quand même. Moi, je crois que j'aime un peu moins le film que toi, mais en même temps, j'y trouve pas mal quand même de qualité. Je vois ce que tu veux dire. Peut-être ce qu'il faut dire, c'est que son idée en fait principale de pourquoi il remake La femme infidèle à l'époque de la guerre en Ukraine, parce que en gros, il va y avoir, ce serait la part discursive du film, mais qui est vraiment d'une grande clarté, quoi. On n'est plus dans ce qu'on a vu hier, Moonju, dans ce côté ambivalence partout. Là, je trouve le film est très clair sur ce qu'il veut raconter et sur l'aspect en fait. Un crime parfait, c'est plus facile en période de guerre, quoi. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a ce côté discursif qui est un peu évident, qui est un peu appuyé parfois par, effectivement, pendant tout ce segment central du crime, on va passer, quand on va suivre le personnage, on va passer par une affiche sur la conscription, un tag anti-guerre présenté au premier. Donc tout ça est un petit peu appuyé et néanmoins je trouve le film plus intéressant dans sa part quasi burlesque, même si je pense pas que le film est très drôle non plus, mais dans le côté effectivement très... On est avec ce personnage physiquement en fait. Oui. Et c'est là où je trouve le film vraiment supérieur à Faute d'amour, qui pour moi était vraiment dans une distance critique d'hommes marionnettes, quoi. Enfin, de quelqu'un qui emploie comme ça des marionnettes pour un peu critiquer la société contemporaine. Là, je trouve que par cet aspect très physique et discrètement burlesque, c'est-à-dire en plus de c'est la femme infidèle à l'époque de la guerre en Ukraine, ce serait aussi, et c'est là peut-être où le film m'intéresse plus, la femme infidèle à l'époque des coffres automatiques de voitures. Et là, dans des trucs purement figuratifs comme ça, le film m'intéresse avec une maîtrise formelle qui est un peu affichée, de plans... tous les plans sont fixes, souvent longs, ils sont très nets, il y a très souvent un jeu avec la profondeur de champ. Enfin, il y a comme ça une espèce de froideur un peu russe dans la mise en scène qui pourrait m'agacer, mais voilà, par le genre en fait du film noir, ça prend, je trouve, un peu une autre dimension. Après, moi, j'aurais une réserve quand même assez forte sur les dernières minutes du film, où là, je trouve que pour le coup, on revient un peu au défaut de Faute d'amour, avec une conclusion que je trouve un peu plus appuyée sur la dégueulasserie de ces personnages. C'est pas pour le coup Chabrol, il y a toujours eu cet aspect, on va se payer les bourgeois de province, plus ou moins, mais avec toujours une part de complexité, d'étrangeté supplémentaire. Et là, il y a comme une espèce d'identification, d'éléments plaqués un peu sur ce couple qui me gêne. Et surtout, il y a quelques fins à rallonge qui un peu enfoncent le clou des différents sujets du film, et notamment un très long dernier plan qui pour moi est une espèce de réclamation de place de choix au palmarès, où on est censé avoir le temps de laisser résonner en nous la puissance du film qu'on vient de voir, qui j'avoue m'a un peu agacé. Et en effet, je ne serais pas étonné que le film termine au palmarès. Enfin, c'est pas le but de ces vidéos que de faire des pronostics, mais ça m'étonnerait pas
non plus. C'est vrai que je pense qu'il aurait pu arrêter son film quelques secondes avant, en fait, parce que ce qu'on voit, c'est aussi, en fait, il y a un enfant enfin, c'est un couple avec un enfant unique qui prend 2 fois une photo et la deuxième fois, voilà, c'est dans cette scène finale et ça aurait pu s'arrêter sur juste la photo de cet enfant qui est pour moi, très efficace. Beaucoup plus efficace que, oui, effectivement, très longues secondes avec la musique qui est qui met beaucoup d'emphase là-dedans. Et c'est presque... En fait, il y a presque une contradiction en fait, entre la tonalité de ce dernier plan et la tonalité du film qui, pour moi, reste... Vraiment, c'est qu'on va s'amuser avec de la lourdeur. On va s'amuser de tout ça, donc le ton est léger, les personnages sont lourds. Et c'est un peu l'inverse dans le dernier plan du film, c'est que les personnages sont à hauteur, on ne dira pas pourquoi, mais et le ton est terriblement lourd. Voilà, c'est dommage, mais voilà aussi. Je pense que au festival, notre appréciation des films est dépend quand même du reste. Et oui, c'est ça. Avec Soudain, c'est un des plus beaux films de cette sélection. C'est pas un film parfait, mais je pense qu'il procurera énormément de plaisir. Donc voilà. Eh ben, merci beaucoup Juliette. Merci à toi. Et c'est maintenant le moment de la carte blanche. Alors aujourd'hui, pour ma carte blanche, je vais choisir Once Upon a Time in Harlem, qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs hier. Donc c'est réalisé par William et David Greaves, donc c'est un père et son fils. Le père, William, a tourné les images en 1972. C'est son fils plutôt qui les a un peu reconstitués et en a fait ce documentaire. Et en fait, c'est un film qui réunit tous les membres les plus importants de la Harlem Renaissance. En tout cas ceux qui étaient encore vivants en 72. Et je dirais que la magie de ce film, c'est d'être à la fois en fait peut-être l'incarnation d'une mémoire vivante. C'est-à-dire qu'on voit certains membres qui sont plus même que dans le quatrième âge, qui ont 96, 98 ans, réciter des discours qu'ils ont prononcés à l'époque par cœur, des tirades qu'ils ont jouées dans du théâtre populaire. Vraiment, il y a quelque chose en fait de très vif. C'est un espace de discussion, mais justement, en fait, cette discussion-là n'est pas forcément un espace de débat comme ce qu'on peut voir parfois un petit peu dans les documentaires de ce genre, mais c'est vraiment un endroit où une sorte de mémoire collective ressurgit et on le voit en fait progressivement dans la durée. Il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup, c'est que c'est pas vraiment séquencé. Les sujets viennent un petit peu de manière discontinue, comme la mémoire en fait, quelque chose revient comme ça sans que le film l'installe de façon trop appuyée. Il n'y a pas de chapitrage. Et aussi, c'est des personnes qui se parlent entre elles et qui ne parlent pas seulement aux spectateurs, en fait. Donc pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans ce documentaire, et c'est aussi ce qui, je dirais, pour moi aussi, c'est que ça donne un sentiment de vertige. C'est des images de 72 qui ont été révélées aujourd'hui sur des gens qui, au fond, ont révolutionné une partie de la culture dans les années 20. Et on a presque un petit éclat, un petit fragment d'il y a 100 ans. Donc voilà, c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues cette semaine.